Monsieur Burton, vous rendez mon travail tellement compliqué. Bonjour à tous, reprise des vidéos, ça y est, c'est plus les vacances, c'est un vrai vlog que je fais cette fois-ci, centré sur Miss Peregrine et les enfants particuliers, réalisé par Tim Burton, qui est presque bon, et c'est super chiant. c'est vraiment pas loin d'être bon, mais il y a deux gros défauts. Le premier, c'est que le scénario n'a aucun sens, et le deuxième deuxième défaut, c'est que ça essaye tellement d'être le nouveau Harry Potter que ça a modifié beaucoup de points de scénario qui aident aussi à ce que ça ne fasse pas, ça n'ait pas beaucoup de sens. Et c'est un espèce de concentré de tout ce qu'a fait Tim Burton jusque-là, donc ça marche parce qu'il a à peu près déjà tout fait. Mais le film lui-même ne fonctionne pas. Il y a un truc qui va pas dans ce film. Je dirais que c'est compliqué. Déjà, tout le film sent pareil. J'ai l'impression que soit parce que ça va trop vite, soit parce qu'il a coupé plein de trucs, mais il y a plein de choses qui viennent trop vite, dont on n'a pas le temps de savourer le truc, et on sent pas les enjeux, on sent pas si une scène est plus forte qu'une autre, on a l'impression que tout se déroule et que à chaque fois c'est juste le personnage principal qui apprend un truc de plus. Et les enjeux sont pas très intéressants parce que il y a plein de choses qui sont pas cohérentes dans l'histoire, il y a plein d'éléments qui ont pas l'air d'aller les uns avec les autres. Donc voilà, pour un petit avis rapide, si vous voulez savoir avant d'aller en salle, je vais vous résumer quand même vite fait l'histoire, parce que tout le monde ne la connaît pas forcément. Jacob, personnage tellement marquant que son nom vient de m'échapper, voit son grand-père mourir des mains d'une créature monstrueuse qu'il n'a jamais vue et que, semble-t-il... Mais c'est là que c'est pas très bien, c'est qu'on s'en rend compte que vraiment beaucoup plus tard dans le film, il était le seul à voir. Et il va du coup essayer, il a du mal à se remettre du coup de la mort de son grand-père, qui était assez particulière. Il faut que vous voyez le film pour voir ce qui se passe exactement, mais c'est pas une mort classique. Et du coup, il décide en commun accord avec ses parents et sa psy, que pour essayer de se remettre du départ de son grand-père et des images qu'il a en tête, il devrait essayer d'enquêter sur les histoires que lui racontait son grand-père quand il était petit. Son grand-père lui racontait l'histoire d'un orphelinat et d'une certaine Miss Peregrine qui s'occupait d'enfants particuliers, dont il avait des photos qu'il montrait à son fils, à son petit-fils du coup. Et du coup, Jacob va dans l'île où se trouvait ce fameux orphelinat, cette fameuse maison, et essaye de la retrouver pour savoir si tout ça était vrai ou pas, principalement. Et va rencontrer donc Miss Peregrine et les enfants particuliers, va se rendre compte qu'ils ont un danger quelconque et va devoir essayer de les protéger. Et je crois que je viens de mettre le point sur un premier truc qui va pas, c'est que tout ça n'a pas vraiment de sens. Il y a déjà un truc dont j'étais conscient, et je vais le dire maintenant, mais en fait je pensais pas que c'était à ce point lié à tout le reste. Mais on sait pas à quoi servent ces gosses et cette maison. Déjà, on comprend pas pourquoi il faut réussir à trouver un moyen de faire partir ce gosse des États-Unis pour le faire arriver au Pays de Galles. Une idée de base aurait été de le faire naître en Angleterre et pas forcément aux États-Unis, mais bon, peu importe. Mais je ne suis pas auteur de roman. Mais du coup, il faut trouver une raison pour qu'il y aille, et la raison qui est trouvée est pas crédible du tout. Et tout ça fait très forcé, et ce qui fait encore plus forcé, c'est le concept même de la maison pour enfants particuliers de Miss Peregrine. Parce que il y en a 2 ou 3 qui ont des conditions très particulières. Il y a 2 jumeaux, par exemple, qui ont des visages particuliers, qui sont donc toujours cachés derrière des sacs. Et du coup, eux, par exemple, ils pourraient avoir du mal à vivre dans le monde extérieur. Il y en a une qui est très légère, et c'est à peu près son seul défaut. Je vois pas pourquoi ces enfants doivent être protégés. Si ce n'est le fait que les creux, alors je sais pas comment les Hollows dans la version originale, les poursuivent, et les Hollows ne sont que des enfants particuliers qui n'avaient pas envie de vivre comme le vivent les enfants particuliers. Et en dehors du fait que eux existent, et ils n'existent que parce que les maisons pour enfants particuliers existent, il n'y a pas de raison d'avoir des maisons pour enfants particuliers. Vraiment, enfin, à part les deux petits jumeaux, trouvez-moi une seule raison pour que ces gosses n'aillent pas dans le monde réel. Et d'ailleurs, me semble-t-il, je viens de voir le résumé du bouquin, il y a eu beaucoup de choses modifiées, manifestement. Il y a tout un bateau, par exemple, qui n'existait pas qui était un sous-marin, mais différent encore, qui n'existait pas dans la version originale. Mais, dans le roman,
apparemment, ils font des tours pour divertir les gens, et genre des espèces de petits spectacles de magie. Et quand ils sont en 1943, ils sortent de la maison. Il y a des moments où ils sont en carriole, justement le moment où ils vont chercher Jacob au tout début du film, ils sont dehors, ils vont chercher les gosses, ils vont chercher Jacob, et du coup, ça n'a pas de sens. Et c'est con parce que c'est le principe du film, et en dehors de ça, le film pourrait bien marcher, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens, rien dans cette histoire n'a de sens. Et j'accuse pas Tim Burton, là, j'accuse le roman de base. À moins que le roman de base ait fait des trucs plus particuliers, c'est... Même la gamine qui a le truc dans le dos, là, la bouche dans le dos, c'est... Justement, tant qu'elle a ses cheveux sur la nuque, on la voit pas, sa bouche. À moins qu'elle ait envie d'avoir une coupe très courte quand elle va ressortir de la maison et avoir sa vie à elle, il y a aucune raison de la laisser enfermée dans cette baraque. Pourquoi est-ce qu'elle sort pas? Pourquoi est-ce qu'elle va pas dehors? Qu'est-ce qu'ils font dans cette maison? Je vois pas Miss Peregrine leur donner cours, par exemple, ou quoi que ce soit. Ça veut dire qu'ils restent des enfants éternellement, qu'ils évoluent jamais au niveau de leur esprit, qu'ils sont machins, c'est horrible. Enfin, en fait, c'est pas bien du tout. Alors, là où j'ai un souci, qui me fait rattraper le film, et qui en général, et peut-être le projet en général, c'est qu'effectivement, c'est un projet. C'est-à-dire qu'à la base, il y a 3 bouquins de Miss Peregrine, et je me dis, tout ça peut trouver des explications et des justifications dans d'autres épisodes. Le problème, c'est que concrètement, ce qu'il y a dans ce film devrait faire 15 minutes. Ce film devrait être un acte 1 d'un autre film. C'est absurde qu'ils mettent 3 jours à expliquer à Jacob ce qui se passe pour de vrai. Il n'y a aucune raison de le garder secret. Même à la limite, ils veulent pas qu'il reste là. Il n'y a aucune raison de se taire sur ce qui se passe dans leur monde. À moins que les enfants soient à côté, mais c'est vraiment, ils sont obligés de trouver une astuce à la con. C'est-à-dire que Miss Peregrine, à un moment, dit « Je ne parle pas des choses qui me fâchent ». Et elle s'en va. Et c'est la seule et unique raison pour laquelle les trucs n'avancent pas. C'est parce qu'il y a des espèces de petits délires de personnages internes de personnages, mais il n'y a aucune raison que ce film prenne autant de temps. Quand il découvre la maison, il devrait directement trouver les enfants, il devrait directement lui parler de la boucle, il devrait directement lui parler des creux, il devrait directement leur parler de tout. C'est... Quand vous voyez la scène, vous comprenez pas pourquoi est-ce qu'il est parti, par exemple. Il y a un truc, il découvre la maison, il la voit, il fait rien, la scène s'arrête, parce qu'il la voit abandonnée, et il retourne à l'hôtel avec son père. Et pourquoi avoir coupé cette scène? Pourquoi l'avoir fait en 2 fois? Pourquoi l'avoir fait d'abord rentrer chez le père et ensuite retourner à la maison? Pourquoi est-ce qu'il peut pas juste aller dans la maison, trouver un truc, les enfants particuliers tout de suite à la limite, et même pas besoin d'attendre? Pourquoi attendre? Il le surveille. Il y a autre chose aussi qui est très particulier, c'est que... Alors, pas spoiler. Jacob ne retourne pas chez les enfants particuliers par hasard. Et les enfants particuliers sont menacés par quelqu'un qui s'appelle Baron. Et le problème, c'est que on va découvrir très vite que Baron sait exactement où est Jacob depuis très longtemps. Et ça a encore moins de sens que ce film prenne du temps. Je veux dire, il n'y a aucune raison que Baron attende 3 jours à partir du moment où Jacob a trouvé cet endroit pour mettre en place un plan, quel qu'il soit. Ça aussi, c'est très particulier. Enfin, vraiment, il n'y a aucune raison que tout ça mette autant de temps et que tout ça soit aussi compliqué à faire avancer. Et... qu'est-ce que c'est laborieux! Vraiment, ça devrait faire 15 minutes. Il y a besoin de 15 minutes pour que le personnage arrive, trouve la maison, parle à Miss Peregrine, et que Miss Peregrine lui dise « Bah voilà, nous on a tous des conditions particulières, toi t'as ce truc-là particulier, et du coup tu vas nous aider. » Alors d'ailleurs, le don de Jacob, je peux vous le dire parce que c'est dans la bande-annonce, mais le fait qu'il puisse les voir, c'est très bien, mais c'est dit qu'il peut aussi les attaquer. Et le problème c'est que concrètement non. Et non seulement il vise mal, mais en plus, on vient de lui confier pour mission de protéger les enfants. Il n'a aucune idée de ce contre quoi il doit les protéger. On sait pas s'ils ont un point faible, on sait pas vraiment comment ils fonctionnent, on les a jamais vraiment vus. La seule fois où on les a vus gérer un problème avec un creux, ça se fait en un coup. Et... ça n'est pas logique déjà que Miss Peregrine ne veuille pas dire à Jacob ce qu'il est possible qu'il fasse, et elle devrait lui dire, et tout de suite commencer à l'entraîner, parce que ça n'a aucun sens. Et à la limite, ils auraient pu trouver un moyen dans le film de l'entraîner sans le dire. Parce que là, vraiment, il est pourri, enfin, il sait pas se battre contre eux, c'est une catastrophe. Dans les choses un peu particulières,
aussi dans ce genre-là, je l'ai dit au début, il voit donc son grand-père se faire attaquer par le creux, et il est soi-disant le seul à le voir. Problème, voilà comment se passe la scène. Il voit le creux arriver, il voit un truc dans les arbres, il y a une femme qui vient pour l'aider avec un flingue, parce qu'aux États-Unis, donc tout le monde a des flingues. Et la nana arrive, il lui dit « Derrière toi !» Et là, la nana se retourne, on a des cuts sur des coups de feu, un peu dans tous les... Enfin, on a juste des flashs en fait, on voit juste les arbres éclairés par le truc du coup de feu, quelques vite fait des petites images de creux comme ça, et après on voit la nana qui se retourne vers lui, et il n'y a plus de monstre. Et le problème c'est que si cette femme ne voit rien quand elle se retourne, pourquoi est-ce qu'elle tire? D'accord, c'est des Américains, ils ont tous des flingues et ils tirent sur tout ce qui bouge, mais pourquoi est-ce que si elle ne voit rien, elle tire? Le mec lui fait « Attention derrière toi !» Elle se retourne, elle appuie direct sur les gâchettes. Imaginons, on sait jamais que ça a été un shérif, un flic, un mec qui vient les aider, que ça peut être quoi que ce soit d'autre que quelqu'un qui va t'agresser, et que Jacob ait peur parce que lui il voit le monstre, oui, que elle tire, je comprends pas, ça n'a aucun sens. Et le problème c'est que cette scène coupe immédiatement après ça. Donc à aucun moment on ne voit que la femme ne l'a pas vu. Il y a une phrase après qu'il dit, elle dit « Oh, des monstres invisibles », mais moi j'avais déduit que quand elle l'avait tiré, le monstre avait disparu, s'était téléporté, et qu'il était plus là. C'est compliqué de les tuer en plus, ces monstres, donc il aurait pas fui juste avec des bruits de coups de feu, ça n'a aucun sens. Et là où ça n'a vraiment aucun sens, c'est qu'en fin de film, Baron se fait avoir par ça. Et c'est juste complètement incohérent. Baron est un creux. Ça veut dire qu'il peut pas se voir lui-même presque. Et les personnages aident les creux, ils sont là pour les aider, pour les machins. Ils sont censés les voir. Ils sont censés en être. Ils sont censés les voir. Cette scène n'a aucun sens. Le climax de fin, le dernier truc à la fin n'a aucun sens. Pareil, juste un peu de plans après, ils ont dit à un moment que les ombrines, c'est comme ça que ça s'appelle, un truc dans ce genre-là, les femmes qui peuvent se transformer en oiseaux, donc genre Miss Peregrine, ne peuvent pas se transformer quand elles sont blessées. C'est tout un truc. Il fallait attendre que l'oiseau soit soigné, sinon il pouvait pas se sortir. Et on voit un oiseau, et puis juste après on voit Miss Peregrine qui est là. Oh, j'ai mal à l'épaule. Mais c'est pas grave, je me transforme, et elle s'en va. Et tu fais. Ah! Ça n'a pas de sens! Ça n'a pas de sens! Alors, il y a un autre truc, c'est que il y a des choses qui marchent dans ce film, parce que pour beaucoup, ce film est un concentré de ce qu'a fait Burton dans d'autres films. Et vraiment, il y a beaucoup de choses. Le principe lui-même ressemble beaucoup à ce qu'avait fait Dark Shadows, avec un matriarcat, une femme qui protège toute une famille. Là, c'était clairement sa famille dans Dark Shadows, et c'en est une fabriquée dans Miss Peregrine en particulier, mais c'est le même principe. Le début, on a le même générique que dans Sleepy Hollow, avec un espèce de générique qui essaye de nous raconter une histoire uniquement avec le montage et les visuels et les photos qu'ils mettent. En vérité, si vous regardez bien, vous avez aucune chance de comprendre quoi que ce soit à ce générique. Il y a... Qu'est-ce que j'avais dit? Il y a plein de choses. Il y a la banlieue, par exemple, qui non seulement... Burton a toujours filmé la banlieue comme étant un enfer et quelque chose d'horrible, mais en plus, c'est exactement la même banlieue que celle qu'il a filmée dans Edouard aux mains d'argent. Donc c'est pas juste un petit effet de déjà-vu que vous avez si vous avez vu cette banlieue là, américaine dans le film et que vous avez cru que c'était du bon vieux Tim Burton. C'est effectivement du bon vieux Tim Burton. Il est retourné dans l'endroit où il a tourné Edouard aux mains d'argent pour tourner ce truc-là. Donc ça se sent. Donc il y a beaucoup de choses qui font Tim Burton et qui devraient marcher. Il y a une scène, il y a aussi beaucoup d'utilisation d'effets spéciaux pas forcément numériques, et il y a du stop motion utilisé à certains moments. Notamment une scène avec des squelettes à un moment qui est apparemment en partie en stop motion. J'avais pas l'impression, je pensais que c'était vraiment de la 3D, mais apparemment c'est du stop motion en partie. Et il y a une scène à un moment avec, alors je sais plus comment il s'appelle, celui qui rend la vie aux objets avec les cœurs d'autres animaux. Ça arrive. Et les pouvoirs sont très étranges quand même des fois. Et donc lui, il fait un petit combat avec des poupées à un moment. Alors, en fait, c'est juste une scène pour mettre en place son pouvoir. C'est le seul truc auquel ça sert. Et ça débarque n'importe comment dans le film. Alors, un truc que j'ai bien aimé lié à cette scène, c'est que au moins, il y a un truc qui est cool, c'est qu'on a enfin un film pour enfants qui ose faire peur. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des trucs aussi graphiques dans un film pour enfants, et ça fait du bien de le voir pas juste dans une scène comme ça pour dire ah vous avez vu on a mis un truc un peu edgy là. Non. Là, vous avez fait prendre des scènes qui vont être très étranges, des scènes de transformation de corps qui se déchirent avec des mâchoires qui s'ouvrent et des dents qui sortent et des machins. Pas de sang, mais l'image est déjà bien glauque. Parce que ça vient de l'univers de Tim Burton. Reste que
nom de Dieu, à quel point ça se sent qu'il a essayé de copier Harry Potter. Mais alors? Et le premier truc, je me le suis dit, générique de début, casting Suzy Figgins. Si je ne me gourre pas, Suzy Figgins, c'est la nana qui a fait le casting d'Harry Potter. Il y a 16 ans, quand ils ont commencé Harry Potter et qu'ils ont casté vraiment au tout début Daniel Radcliffe et Emma Watson et tout le bordel, et Rupert Grint, c'était elle, normalement, qui les avait trouvés, et elle a pas fait grand chose, beaucoup de gros films depuis. Il me semble, si je ne m'abuse pas, que Suzy Figgins, c'est la nana qui a fait le casting d'Harry Potter, et qui a fait, du coup, aussi le casting de ce film-là. Donc on sent qu'il y a une petite recherche, du coup, à copier Harry Potter, mais pas que petite. Il y a des trucs qui sont complètement tirés d'Harry Potter. Il y a un gamin invisible qui se promène un moment dans la neige, avec les bruits de pas, enfin, avec les bruits de pas qui sont dans la neige, qui sont typiquement le plan dans Harry Potter 3 avec la cape d'invisibilité quand ils vont au Préolard et que Harry se promène avec sa cape. Ça vient typiquement de là. Il y a plusieurs scènes sous-marines qui sont liées à la fille qui peut contrôler l'oxygène, qui alors d'ailleurs a été intervertie avec celle qui fait du feu dans le bouquin, parce qu'apparemment il trouvait que c'était mieux une nana qui fait de l'oxygène pour évoquer l'amour et la relation amoureuse. Et à un moment, ils descendent donc dans ce truc qui manifestement a été complètement changé par rapport à la version d'origine. Normalement, ils doivent aller dans l'eau et trouver un sous-marin. Et là, ils descendent et ils trouvent une épave du Titanic, manifestement. Peu de choses près. Et pendant toute la descente, le Jacob a un sortilège de tête en bulle sur la tête. C'est compliqué, évidemment, de trouve-moi une autre façon de faire respirer quelqu'un sous l'eau. Mais Harry Potter a déjà tout fait. Il a fait à la fois les branchies et la bulle. Mais là, clairement, cette scène-là, c'est trop. C'est trop, beaucoup trop proche. Ça essaye aussi de copier Pirates des Caraïbes parce que dans le bateau, du coup, ça fout des squelettes. Ce bateau qui est un anti-Titanic parce que c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de sombrer, il va remonter. Exactement comme le Titanic, en plus, pour la première et puis ensuite descendre, etc. Donc ça fait vraiment l'inverse du Titanic qui coule. Et il y a un gros problème avec ça, c'est que ça n'a aucun sens. Parce qu'excusez-moi, mais en principe, quand les bateaux coulent, c'est parce qu'il y a des trous et que l'oxygène ne reste pas dedans. Donc il y a aucune raison que cette nana puisse réussir à refaire flotter un bateau et à le refoutre sur les eaux, qu'on puisse rallumer les chambres et tous les chaudières et les machins. C'est complètement débile. Et je comprends l'idée de faire rêver les gosses et de faire une scène machin. Et évidemment, tous les enfants qui voient ça, il n'y en a aucun qui va se poser la question. J'ose espérer que les enfants sont plus intelligents que ça. Et que quand ils voient qu'il y a un bateau qui a coulé, ils se disent « Mais attendez, pourquoi le bateau remonte s'il a coulé ?» Il y a une scène à un moment où elle vide juste une pièce. Et tu te fais « Mais déjà, pour que la pièce puisse se vider, faut que l'eau puisse s'échapper. Si l'eau peut s'échapper, du coup, l'air peut s'échapper aussi. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Ah Je suis désolé, mais je vais en chialer, putain. Ah Alors d'ailleurs, pareil, ce bateau est un concentré de conneries. Il y a des gens noyés dans le bateau. Apparemment, ces gens se sont noyés en restant assis à table. Un bateau ne coule pas très très vite. Et quand ils rentrent dans ce bateau, il y a toute la salle du restaurant et il y a tous les gens encore habillés avec leurs vêtements de l'époque qui sont assis à la table du restaurant. Ça veut dire que pendant que le bateau est en train de couler, les gens étaient tranquillement assis en train de discuter avec l'eau qui leur montait jusque-là. L'action se déroule en 1943. Alors, tous les passages dans le temps sont très bizarrement gérés. Il y a beaucoup de moments où je savais pas si on était revenu dans le temps ou pas. Mais alors, 1943, on est en pleine Seconde Guerre mondiale. La marine britannique était la force militaire la plus puissante du monde. C'est à peu près pour ça que l'Europe est pas tombée. C'est parce que la marine britannique était là pour nous soutenir. Vous faites flotter un bateau aussi gros au bord de n'importe quelle côte anglaise, il se fait repérer en 2 secondes par n'importe quel radar anglais. Immédiatement. Enfin, ça n'a aucun sens. Et tout ça mène à beaucoup de choses qui n'ont pas beaucoup de sens. Je vais essayer de vous en faire la liste parce que j'ai noté beaucoup de trucs en fait. Et dans ce climax de fin, il y a tout un truc où ils utilisent donc la fille légère pour attirer les creux dans un coin. Et du coup, Jacob passe une corde autour d'elle et la promène dans la rue. Ils sont en 1940, en plein milieu de la rue. Il y a de la neige partout. Et il y a un gosse qui se promène avec une fille de 14-15 ans qui flotte
au-dessus, qui se prend même dans une corde de tram. Alors non, à ce moment-là, ça doit se passer en 2016. Ils sont arrivés à cet endroit-là en 43 et ça doit se passer en 2016. Les boucles, c'est très compliqué à gérer. Et personne ne bite que dalle. Et le pire, c'est que tout ça mène à une scène de baston. Et pareil, il faut attendre la fin de la scène de baston pour voir les gens commencer à fuir dans le décor. C'est-à-dire que pendant 10 minutes, il y a des gens qui ont vu des trucs sauter en l'air, des formes transparentes avec de la neige et des machins qui bougeaient et tout. Et personne ne voit que dalle. Et c'est pas Harry Potter qui toujours vous faisait voir que les moldus voyaient rien. C'est-à-dire que vous voyez les moldus ne pas voir. Là, les gens sont en train de s'attrouper au milieu de toute cette neige qui se bat toute seule en invisible et qui bouge toute seule et qui machin. Et les gens sont autour en train de regarder. Et tu fais... Personne ne réagit. Il y a une fille qui flotte au-dessus, là. Personne ne... Non. Rien. Oh oui, putain. Dans tout ce plan de fin, là, ce plan de fin est pourri, tout ce climax est nullissime. Mais alors, ce putain de Jacob, il est pas foutu de viser, il est pas foutu non plus d'ouvrir une putain de cage à oiseaux. J'entends... Vraiment, je déteste le personnage, et les gens derrière moi étaient... Genre, le troisième moment où il rate sa cible, les gens étaient, mais putain, il va le toucher, oui ou merde. Et vraiment, ça saoule tout le monde. Et même si le personnage du film, à un moment, dit... Mais Jacob, tu vois bien que t'es pourri, tu sais pas viser avec ce truc. Oui, on le sait bien, donc lâche l'air, mais fais autre chose. Ou apprends à viser, apprends à faire un truc. Je l'ai même pas noté celle-ci, heureusement que je le rappelle. La première fois qu'un creux arrive chez les enfants particuliers, pareil, Jacob reste comme ça pendant 5 minutes, et il y a le con du dessus, là, je sais plus comment il s'appelle, mais celui qui manipule les trucs avec des cœurs, et il reste pendant 5 minutes à regarder le truc, et le creux, il le bouffe pas tout de suite, hein, alors que d'habitude, ils sont bien vifs et bien rapides, mais pendant 5 minutes, il le balance, et puis il le frappe contre un mur, et frappe contre un autre, et t'as Jacob qui, pendant ce temps, reste... Et à la fin, quand enfin, il y a 2 tentacules plus grosses qui sortent et qui se dirigent vers les yeux du mec, il fait « Oh, levez-vous !» Et là, il tire. Bah oui, t'aurais réagi plutôt, vieux con, pauvre con. Vraiment, il y a plein de trucs qui marchent pas. Ce mec, du coup, là, le con qui manipule les trucs avec les cœurs, qui, en fin de film, d'un seul coup, a un espèce d'accomplissement de son personnage et qui change d'avis sur le personnage de Jacob et sur la nana qui est à côté de lui, et ça sort de nulle part, et il a un espèce de discours, genre, je suis désolé, j'essayais tellement, et puis j'ai pas vu, et tout, mais on s'en fout de ta gueule. On a juste compris que t'étais jaloux de la nana, mais à part ça, tu sers à rien, et t'as servi à rien pour empêcher Jacob et la nana de finir ensemble non plus, donc... ta gueule, tais-toi, casse-toi, on s'en fout, t'as rien à foutre dans ce film. D'ailleurs, beaucoup des enfants particuliers vont pas agir pendant très longtemps, et ça n'a jamais beaucoup de sens. Ne serait-ce que la gamine qui peut contrôler les plantes, je veux dire, quoi qu'il se passe, elle est plus forte que n'importe qui pour contrôler quoi qu'il... Enfin... elle pourrait... La maison est entourée d'un jardin. Chaque brin d'herbe qui pousse dans ce jardin devrait devenir une arme mortelle aux mains des pouvoirs de cette gamine. Il devrait même pas avoir besoin de Jacob, avec tous les arbres qu'il y a autour, il faut sortir 3 racines, il te les chope, les creux. Il y a aucune raison d'utiliser Jacob alors qu'elle pourrait faire ça, et je dis ça parce qu'à la fin elle utilise des graines contre un creux, et alors qu'elle aurait pu faire ça pour tout le monde dès le début et ne l'a pas fait. Le con du coup avec ses cœurs réactive un gros truc à la fin aussi, et je fais mais pourquoi t'as pas activé ce truc là avant? Pourquoi t'as attendu? D'ailleurs, d'où tu sors le cœur que tu as mis à la fin, parce que on sait pas trop d'où il sort. Vraiment tout ça n'a pas beaucoup de sens. Beaucoup de pouvoirs ne servent à rien. La petite avec sa bouche derrière là, elle sert une fois au scénario du film véritablement, et encore c'est à un moment précis pour aider un personnage précis. Les jumeaux d'ailleurs exactement la même chose, et c'est au même moment d'ailleurs, ils sont avec elle. Donc elle sert à rien. Millard, celui qui est invisible, ça peut être marrant. Le problème, c'est qu'ils font 3 fois de suite la blague de faire en sorte qu'il soit 5 fois. Ils font 5 fois ils font 5 fois dans le film la blague du fait de le foutre à poil pour qu'il soit vraiment complètement invisible. Et tu te dis d'ailleurs, s'il est complètement invisible, il a rien à craindre des creux. Donc, pareil, pourquoi lui on l'utilise pas comme une arme dès le début? Il pourrait au contraire être vachement utile. Et n'allez pas me dire que ce sont des pauvres enfants sans défense et qui pourraient pas être lâchés dans un combat. Déjà, ça fait des millions et des millions d'années qu'ils sont des enfants, donc je vous dis, j'espère qu'au moins ils maturent un petit peu et qu'ils restent pas avec la même mentalité tout le temps, parce que sinon c'est méchant pour eux de les garder enfermés dans cette loupe, ça n'a aucun sens.
pourquoi y a-t-il pas plus de loups et d'enfants, étant donné que chaque fois qu'il y en a un qui naît, il reste enfermé dans une loupe, il devrait y en avoir des milliards et des milliards, vu qu'à chaque fois qu'il y en a un qui naît, il reste bloqué dans une loupe et il vit éternellement. Plein de choses comme ça. Et il y a du coup la relation entre Jake et cette fille. Alors j'ai pas noté le nom de la fille, évidemment. La fille qui vole. Et c'est très bizarrement foutu parce que la relation est complètement farfelue. La première fois, une des deuxièmes fois qu'ils se rencontrent, c'est le truc autour de l'écureuil et elle lui demande de nouer une corde autour de sa taille. Je sais pas si vous avez déjà eu à le faire. Moi, pour brancher des microsons, par exemple, j'ai déjà eu à passer des mains sous les t-shirts et des machins. On peut passer une corde autour de la taille de quelqu'un sans avoir la tête collée à sa taille comme ça, comme ils sont pendant tout le film, pendant tout le truc, il est en train de lui... Et ce qui est con, c'est qu'en plus, il y a un faux raccord parce que quand il y a le gros plan sur lui, avec sa tête presque collée à la taille, en train de lui passer le bras autour, enfin, il y a vraiment pas besoin d'être aussi collé que ça pour passer ses bras autour de la taille de la nana, elle est épaisse comme ça. Donc il est vraiment proche comme ça. Et d'un autre côté, vous avez le cut avec un autre plan pour qu'on voit la réaction de la fille. Et là, pour le coup, le mec, il est effectivement en train de nouer et sa tête est pile au niveau des seins. Et pas plus bas. Donc il y a aucune raison que sa tête soit au niveau de la taille quand il est en train de nouer en dessous. C'est plein de trucs comme ça qui marchent pas, et leur relation est complètement creux, et c'est presque, ils sont amoureux parce que les gens les regardent et se disent qu'ils vont peut-être tomber amoureux, ou même un truc forcé parce que apparemment elle est amoureuse de son grand-père, et rien à foutre. On s'en fout, ça ne sert à rien. Et alors pourquoi a-t-il fallu intervertir la nana qui flotte et la nana avec du feu? Comme je connais pas l'histoire d'origine, je peux pas savoir, mais je trouve que le feu, pour identifier la passion, c'est beaucoup plus intéressant qu'une nana qui flotte, surtout qu'ils volent jamais ensemble. C'est toujours lui qui la retient, donc c'est... Les rares fois où ils sont ensemble, ils plongent, ils s'enfoncent dans l'océan, donc c'est pas particulièrement romantique non plus. Pourquoi? Ça a pas de sens. Alors, ça c'est bon. Est-ce que je finis sur Eva Green tout de suite? Je vais faire rapidement sur les parents de Jacob, vite fait, parce que c'est le dernier personnage que je dois traiter. Le grand-père est pas mal, mais c'est Terrence Stamp, et Terrence Stamp est plutôt doué quoi qu'il fasse. Y compris en drag queen, si vous n'avez jamais vu Priscilla, la reine du désert. Les parents de Jacob, je les comprends pas. C'est le cliché du parent qui écoute pas son gosse, mais à un point que j'ai rarement vu, et quand je l'ai vu, je l'ai toujours dénoncé. Con comme les parents dans Paranormal Activity 4, si vous les avez pas vus. Mais alors, le père, c'est simple, on dirait Adam Sandler. Au naturel. Au naturel. Comme dans tous ces films où il joue le connard, justement. C'est... Quel trou du cul. C'est vraiment... Le père de Jacob, mais c'est un con. Mais puissance 10 000, quoi. Enfin, vraiment, le mec qui... la réplique qui te le fait dire, c'est un moment... il voit que son fils va pas bien parce qu'il a trouvé l'orphelinat et il était vide. Et il le regarde, il fait... faudrait que t'en parles à quelqu'un. On va appeler la psy. Alors oui, du coup, c'est pour faire rire le public parce que... Ah bah oui, tu devras en parler avec le papa, et le papa dit non, on veut parler à la psy. Mais d'un autre côté, tu fais... Vous êtes sérieux? Et il a quoi d'autre à faire? Parce qu'en plus, le truc, c'est que le père, il reste... boire et regarder la télé, du sport sans doute, mais au Pays de Galles, en plein milieu d'un bar, je suis pas sûr qu'il ait une chaîne de sport 24/24. Qu'est-ce qu'il fout le reste du temps? Et alors on comprend qu'il est écrivain, mais il faut attendre la 45e minute pour comprendre qu'il écrit un bouquin sur les oiseaux. Et apparemment, ça fait 5 ans qu'il doit écrire un bouquin, et tu dis, si t'écris un bouquin sur les oiseaux, tu mets pas 5 ans à l'écrire, tu vas juste dans la forêt faire des photos sur les oiseaux, et tu peux, ou dans l'endroit sur lequel tu veux te concentrer sur les oiseaux, et tu les observes pendant 1, 2, 3 ans, tu restes pas enfermé 5 ans chez toi à écrire un bouquin sur les oiseaux. Tu sors faire un bouquin sur les oiseaux. Ça n'a pas de sens. Donc, je comprends rien à pareil aux parents, et il y a beaucoup de trucs comme ça qui font que je peux pas rentrer dans le film. Enfin, il y a tellement de choses qui ne tiennent pas la route dans ce film. Entre en scène Eva Green. Eva Green. Je peux pas. Vous savez pourquoi Eva Green joue dans des films américains? Parce que les Américains se rendent pas compte que son jeu étrange, c'est du mauvais jeu. C'est en fait vraiment, cette femme joue mal, surjoue en tout cas, ou sous-joue. C'est tellement mal joué que j'aurais du mal à dire. Et
elle tourne en Angleterre parce que si elle tourne en français, on le sait qu'elle a un mauvais jeu, et que si elle tourne en anglais, ils font « Ah, vous avez un jeu intéressant, vous avez une façon étrange de sortir les mots, effectivement. » Bah oui, elle a une façon étrange, elle joue mal, mais elle joue mal en français. C'est-à-dire qu'elle joue mal les émotions françaises, donc eux, ils savent pas qu'elle joue mal une émotion anglaise. Elle essaie même pas de jouer l'émotion anglaise. C'est vraiment, mais c'est genre, il y a une scène où elle est en train de parler avec Jacob, et elle fait un truc genre oui, et c'est à ce moment-là que ton père est mort. J'espère que tu sais que je prends un risque en te disant ça. C'est vraiment des trucs comme ça, Eva Green. C'est du surjeu à 200%, et je ne comprends pas comment les gens l'aiment, à part pour ses boobs. Et encore maintenant, elle les montre plus puisqu'elle fait un film pour enfants. Et... Et effectivement, en anglais, c'est là où elle passe le mieux, parce que, oui, au moins, elle joue pas mal en français, et le jeu anglais est beaucoup plus facile à faire sonner un chouïa juste, mais... c'est catastrophique. Est-ce qu'elle pourrait pas se trouver une niche? Je dis pas ça au sens niche dans un jardin, je dis un rôle de niche. Est-ce qu'elle pourrait pas jouer genre une scientifique tchécoslovarde transsexuelle, et que ça devienne son rôle de prédilection, et qu'elle puisse plus jouer que ces rôles-là? Comme ça, on la verra plus ailleurs. Parce qu'il y a pas beaucoup de films qui font des films avec ce rôle-là, quoi. Parce que j'ai pas envie de dire du mal foncièrement de cette femme, elle fait ce qu'elle veut, mais est-ce qu'on pourrait arrêter de l'engager pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire son jeu étrange? Donc, voilà, j'avais pas grand-chose à faire sur Eva Green, donc je l'ai gardé un petit peu un petit peu pour la fin. Et puis peut-être un dernier petit truc sur la réalisation elle-même qui est bonne, et la 3D est intéressante, bien réalisée. Il y a un truc un peu étrange, quand il tourne la banlieue, il la tourne vraiment style années 90, voire 80, et style Spielberg, c'est-à-dire vous avez la maison, il y a une forêt derrière, et vous savez pas pourquoi, mais apparemment il y a un lampadaire de 2 650 watts dans la forêt. Et vous arrivez dans le truc, c'est la nuit, et vous avez un espèce de halo de lumière qui vient du sol, et qui sort de derrière la maison pour la détourer de la forêt, et qu'on voit la forêt derrière, mais du coup c'est tellement étrange comme image, c'est très particulier. C'est pas ce qui me sort du film du tout, mais visuellement c'est sympa. Le problème c'est que c'est tellement vide à l'intérieur, et tellement... J'ai l'impression que Burton avait aucune passion pour le projet, et qu'il a essayé de faire ce qu'il a pu, parce qu'apparemment c'était obligatoire que ce soit lui qui le fasse. Et qu'en vérité, il sent pas grand chose, parce que vraiment, c'est difficile de sentir une scène où il y a de l'investissement dans ce film. La plupart des scènes passent très très vite. S'il y a quelque chose qui est accompli, on sait pas ce que c'est. Et c'est laborieux, vraiment laborieux. Donc, il y a un truc appréciable malgré tout, parce que l'univers est cool, mais il sert à rien. Et c'est ça le problème, c'est qu'on voit le film et on attend impatiemment que les choses commencent à être intéressantes, et commencent à se lier entre elles, et commencent à se mener des trucs, et en fait, ce qui pouvait être révélé était devinable depuis le début, et ça n'avait vraiment aucun intérêt de nous faire attendre autant de temps pour apprendre juste ça. Donc voilà, en ce qui concerne mon avis, encore une fois c'est un peu long, mais faut dire des trucs, c'est Burton, et il y a du mieux. Il y a du mieux. Par rapport à Big Eyes et à Dark Shadows, il y a du mieux. Au moins j'ai pas envie de chier sur le film et de lui foutre le feu ensuite. Donc c'est déjà un progrès. J'y suis par contre relativement indifférent. Et c'est pas beaucoup mieux. L'indifférence est presque même pire que la haine, parce que ça veut dire qu'il y a vraiment pas grand chose. Et là c'est le truc, il y a des trucs intéressants, mais c'est une telle ressucée pour du Burton. Les méchants sont des Slenderman, ce qu'il y a de plus basique. Et tout le reste est pas original. Enfin, je veux dire, une maison avec des gens particuliers, c'est le truc des X-Men. Les pouvoirs eux-mêmes, ça peut être les X-Men, ça peut être n'importe quel héros, ça peut être n'importe quelle licence pour enfants qu'on a eu récemment, avec des sorcières, des vampires, des machins. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Et malgré la patte Burton, il y a rien de spécial qui en sort. Je dirais que si, le seul truc, c'est ce côté vraiment sombre et un peu gore, que vraiment ça fait longtemps que j'ai pas vu, y compris chez du Burton. Et du coup, ouais, ça au moins c'est cool. Au moins c'est un film qui aura donné quelques cauchemars aux enfants, et on aime bien, après, malgré tout, quand on est enfant, avoir des cauchemars. Souvenez-vous quand vous étiez gosse, vous aimez bien quand même. Et ça fera à peu près ça, mais c'est à peu près tout ce que le film fera. Donc voilà. Voilà. Dans les sorties de la semaine, j'essaie de vous dire vite fait, je pense pas aborder Bridget Jones, parce que j'ai pas vu le deuxième, me semble-t-il.
Et le reste m'inspire pas des masses non plus, donc je pense que je ferai pas beaucoup d'autres vlogs cette semaine, mais la reprise a eu lieu, rassurez-vous. Peut-être que je rattraperai un vieux truc à un moment ou un autre dans la semaine, j'ai pas encore décidé, mais voilà. En tout cas, pour ce qui est de Miss Peregrine et les enfants particuliers, je ne vous encourage pas particulièrement à aller le voir. Si vous avez des enfants et que vous voulez leur emmener voir un truc, pourquoi pas. Mais bof, achetez-leur le bouquin, à la limite. Prenez-leur le bouquin, ce sera peut-être mieux. Voilà, je vais vous laisser avec ça. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.